Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bienvenue sur Je peux pas, j'ai Sciences Co, le podcast qui explore les apports des sciences cognitives à l'enseignement et aux apprentissages. Avez-vous déjà entendu parler des sciences cognitives des apprentissages? Oui? Alors bienvenue! Vous êtes au bon endroit pour approfondir vos connaissances et découvrir de nouvelles perspectives. Non? Alors bienvenue également, car vous allez voir à quel point ces sciences éclairent notre compréhension de l'apprentissage et de l'éducation. C'est donc parti pour cet épisode de notre série introductive. Je suis Adeline André et je suis actuellement dans la rue. Comme nous l'avons évoqué dans notre épisode de présentation, notre épisode numéro 1, nous avons la grande chance que notre podcast soit parrainé par Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation au LabCID. Alors, quoi de plus naturel, pour commencer, que d'aller à sa rencontre dans son laboratoire et d'explorer avec lui les fondements de cette discipline passionnante. Je suis en bas du bâtiment, je vais monter les étages et je vous retrouve dans son bureau. A tout de suite. Bonjour Grégoire Borst. Bonjour. Un très grand merci de nous accueillir donc au laboratoire le LabCID. Et on est d'autant plus content d'être avec vous aujourd'hui que vous avez accepté de parrainer notre podcast Je peux pas, j'ai Sciences Co. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On propose donc de commencer ce podcast en vous rencontrant pour pouvoir évoquer les questions des liens entre sciences cognitives, apprentissage, éducation. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Oui, bien sûr. Grégoire Borst, professeur de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Et je dirige donc le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LabCID, au CNRS, qui a la particularité d'être en Sorbonne, très proche du rectorat et notamment de l'Académie de Paris, mais aussi de Créteil et Versailles. Et globalement, moi, ce qui m'intéresse dans les recherches que je mène, c'est essentiellement d'essayer d'identifier quels sont les mécanismes qui produisent l'apprentissage et le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent en utilisant des approches comportementales et de neuroimagerie. Et donc des recherches qui ont une visée pas seulement de compréhension et de connaissance, mais aussi d'application concrète. Oui, complètement. C'est-à-dire que ça, c'est je dirais le pan très fondamental de mes recherches. Et puis, j'ai évidemment une casquette de chercheur qui fait de la recherche plus appliquée dans les écoles, dans lequel on essaye de développer finalement, en co-construction évidemment avec des enseignants, des interventions pédagogiques, développer des stratégies pédagogiques spécifiques pour aider les enfants à dépasser certaines erreurs systématiques qu'ils peuvent rencontrer dans certains apprentissages scolaires et de tester finalement l'efficacité de différents types de stratégies. Mais vraiment en étant au plus proche du terrain, c'est-à-dire de créer un matériel, de laisser les enseignants s'emparer de ce matériel et ensuite, par une évaluation systématique, en comparant différents types de stratégies les unes par rapport aux autres dans différentes classes, de regarder quelles sont celles qui fonctionnent le mieux dans un apprentissage spécifique, dans un contexte spécifique. Et donc, ça a progressivement aussi dérivé d'une certaine manière, où ça s'est prolongé sur des projets de recherche qui visent maintenant à évaluer au-delà de savoir si on obtient des gains d'apprentissage chez les apprenants, savoir surtout si on arrive à réduire les inégalités éducatives, puisque c'est quand même le grand enjeu de notre système éducatif aujourd'hui, c'est quel type de stratégies vont pouvoir bénéficier aux élèves qui sont les plus en difficulté, de telle manière à réduire un peu cette variabilité qu'on observe dans la salle de classe. Vous utilisez le mot de stratégie. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'on entend par stratégie ? Oui, alors une stratégie, pour faire plus simple, c'est une procédure en gros. C'est finalement l'ensemble des différentes étapes qu'on va engager dans une situation d'apprentissage. Pour donner un exemple, quand on travaille sur la résolution des problèmes arithmétiques et contenus verbaux, Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien Paul a-t-il de billes ? Globalement, une stratégie, c'est de décomposer le problème en sous-étapes. Donc c'est ça une stratégie, c'est une procédure en fait. Et donc quand on dit une stratégie, alors pourquoi je parle plus de stratégie ? Parce que c'est pas une méthode, c'est-à-dire qu'on vise finalement simplement dans une micro-séquence d'apprentissage sur une activité pédagogique spécifique à essayer de regarder, par exemple, dans le cadre des problèmes arithmétiques à contenus verbaux, est-ce qu'il vaut mieux simplement enseigner la procédure à utiliser dans ce cadre-là ? Ça peut être celle que je viens d'écrire, c'est-à-dire de décomposer en sous-étapes. Ça peut être évidemment, en ce moment on utilise beaucoup les schémas comme stratégie pédagogique dans la résolution des problèmes arithmétiques à contenus verbaux. Il y a une autre stratégie
qui est celle qu'on a développée au LabCD, basée sur nos travaux, qui était que, comme on a montré que dans ce type de problème, une partie des difficultés rencontrées par les élèves venaient du fait que, quand ils entendent plus dans l'énoncé du problème, ils ont envie de faire une addition. Donc, quand on leur dit « Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul », les élèves spontanément répondent que Paul a 25 billes. Et donc, ce qu'on a montré au LabCD, c'est que ce qui fonctionne, enfin, la stratégie qu'on a essayé de tester en classe avec les enseignants, c'est qu'est-ce que ça apporte avant d'expliquer la procédure à utiliser dans un contexte comme la résolution des problèmes arithmétiques à comptes verbaux, qu'est-ce que ça apporte simplement de dire à l'élève, et là, attention, il y a un piège. En fait, ton cerveau est piégé par l'énoncé du problème. Quand tu entends plus, tu as envie de faire une addition. Quand tu entends moins, tu as envie de faire une soustraction. Ça marche très bien dans certains contextes, mais là, ça marche plus du tout. Il faut que ton cerveau apprenne à bloquer, résister, inhiber, qui est la grande thématique qu'on développe au laboratoire, cette stratégie pour cette procédure, de telle manière à en utiliser une qui est plus pertinente dans ce contexte. Évidemment, on lui explique la procédure. Et donc, on compare des classes qui utilisent cette stratégie pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants vont enseigner à l'aide de ce matériel versus un matériel qui est plus classique, qui est simplement de décomposer le problème en sous-étapes. Et on compare les classes avant, après ces deux types de stratégies et de regarder laquelle produit le plus d'apprentissage. Et en gros, ce qu'on a montré, c'est que ça marche un peu mieux. Si on rajoute juste, ça prend 2 minutes. C'est simplement de créer une alerte dans le cerveau de l'apprenant, de telle manière à ce qu'ils se disent « Ah oui, là, il y a un piège dans ce contexte-là, il faut que je fasse un peu attention parce que, en fait, le risque, c'est que j'utilise un automatisme qui n'est pas pertinent dans ce contexte-là. » Ça reprend une approche métacognitive. Oui, complètement. Alors, si on essaie d'expliquer un peu la démarche intellectuelle qui a été la nôtre, c'est-à-dire qu'au début, on a montré que dans un certain nombre d'apprentissages scolaires fondamentaux, les difficultés de l'élève relevaient en partie, pas uniquement, mais en partie, de difficultés parfois à sortir de routines d'automatismes qu'ils avaient créés dans d'autres apprentissages. On a parlé des problèmes arithmétiques à contenus verbaux. Ça peut être les accords. Ça peut être les accords, ça peut être je les pilote avec les élèves qui mettent un S à pilote simplement parce que le verbe prend une forme nominale et qu'il y a les avant le verbe. Ça peut être la comparaison des nombres décimaux, 1,4, 1,342, l'élève qui vous dit qu'1,342 est plus grand qu'1,4. Et tout ça vient du fait qu'avant, il y a eu d'autres apprentissages. C'est-à-dire que quand on a introduit les nombres entiers, évidemment, on explique plutôt aux élèves qu'il faut comparer les unités, les dizaines, les centaines, sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qu'ils font quand ils comparent des nombres entiers. Ils disent, plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Ce qui marche très bien, d'ailleurs. C'est pas une mauvaise stratégie en tant que telle. Il faut juste savoir l'utiliser dans le bon contexte. Dans le bon contexte. Et le risque, c'est qu'elle se surgénéralise, parce que comme elle coûte peu d'un point de vue cognitif, elle se surgénéralise à des contextes où elle ne fonctionne plus. 1,4, 1,342, notamment. Et donc, la première idée qu'on avait eue, c'était de dire, on va entraîner simplement ce mécanisme de résistance aux automatismes, d'inhibition, et ça devrait suffire à ce que les élèves réussissent mieux dans ce type de contexte. Évidemment, ça n'avait pas du tout marché. Ça. Vous pouvez entraîner les élèves à jouer à des jeux comme 1, 2, 3 soleil, Jacadi, ni oui, ni non. Ça entraîne très bien cette capacité à résister à des automatismes, sauf que ça ne se transfère pas. Et donc, l'étape suivante, ça a été de se dire, en fait, ce qui manque, c'est l'apport métacognitif. C'est-à-dire de guider l'élève, d'une certaine manière, dans le transfert qu'il a opéré entre ce type de petits jeux et la nécessité, dans un contexte et dans une activité scolaire spécifique, de mobiliser cette capacité, cette compétence à résister à des automatismes de pensée. D'où les stratégies plus métacognitives appliquées à la résolution des problèmes arithmétiques à contenus verbaux, à la comparaison des nombres décimaux et ainsi de suite. Donc ce qui nécessite, par exemple dans les petits jeux type 1, 2, 3 soleil, d'expliciter aux élèves les compétences qui sont en jeu, qui sont en train d'être travaillées au-delà de la situation de jeu, pour pouvoir accompagner de manière explicite le transfert et la réutilisation de ces capacités dans un contexte différent qui va être plus lié à des apprentissages fondamentaux. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est réellement de faire la lumière sur les processus qui sont engagés dans une activité et de leur montrer, et de montrer à l'élève que ce qu'il engage comme compétence dans ce cadre-là, c'est la même qu'il doit engager dans le cadre d'une activité scolaire spécifique. Et ce qui montre bien tout l'enjeu, peut-être qu'on va y revenir, mais de l'intégration des différents temps de l'apprentissage de l'enfant. C'est-à-dire qu'un élève, évidemment, ça apprend dans la salle de classe, mais en fait, ça développe plein de compétences en dehors de la salle de classe. Et donc, tout l'enjeu, c'est un peu ce qu'on essaye de dire parfois, c'est comment on fait pour créer du lien entre les activités périscolaires et scolaires, parce qu'en fait, 1, 2, 3 soleil, ils y jouent sans doute dans la cour de récréation. Et donc, si l'équipe du périscolaire et l'équipe du scolaire peuvent discuter un peu plus systématiquement ensemble, ils peuvent se dire, tiens, vous pourriez faire ce type d'activité, leur dire que c'est ça qui développe comme compétence dans ce cadre de ces activités. Et moi, quand je suis dans ma salle de classe, je peux remobiliser et faire le lien avec les activités qui ont été faites dans la cour de récréation. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus transparent pour l'élève. Et donc,
un des enjeux en tout cas de ce type de recherche et de cette explicitation, c'est précisément en diminuant les implicites, notre hypothèse, c'est qu'on diminue potentiellement le poids des inégalités sociales. Parce qu'en fait, il y a des contextes socio-économiques dans lesquels ce travail d'explicitation, il est mené beaucoup plus au sein de la famille de manière beaucoup plus systématique, avec en conséquence un développement des compétences métacognitives générales des élèves beaucoup plus importantes. Oui, et c'est tout à fait des travaux qu'on est en train de publier, dans lesquels on montre qu'effectivement, on a bien un effet du milieu social d'origine sur ces compétences métacognitives et sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire ces fonctions dont on a parlé, capacité à résister à des automatismes, capacité à maintenir des informations et à les manipuler, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, capacité à être flexible, quelque chose qu'on entraîne en permanence avec les élèves, ils sont obligés de changer d'une activité à une autre, et ainsi de suite, ça c'est la flexibilité qui nécessite de changer en fait de règles en fonction du contexte, et tout ça c'est très dépendant du milieu social d'origine, et c'est très dépendant du milieu social d'origine parce qu'en fait c'est très dépendant de pratiques parentales associées, et notamment du fait qu'on pédagogise plus ou moins la vie quotidienne. Et on voit bien que dans les familles favorisées, notamment parce qu'il y a des réalités sociales qui font que les parents ont un peu plus de temps, parce qu'ils sont un peu plus sensibilisés aussi sur ces questions métacognitives, on va avoir un étayage de compétences qui relèvent justement de compétences métacognitives. D'où le fait qu'effectivement, s'il y a une inégalité d'un point de vue familial de ces compétences-là, il y a un rôle pour l'école justement à essayer de très explicitement développer ce type de compétences, parce que c'est probablement celle-là qui contribue en tout cas à réduire un peu les inégalités. Il faut être très clair, ça ne va pas tout solutionner. C'est un élément, je dirais, de la recette qui permettrait de diminuer un peu les inégalités en termes d'apprentissage. Alors, sur le plan pédagogique, on développe le concept de questions métacognitives générales, qui sont des types de questions qu'on peut poser avant, pendant ou après un apprentissage, qui sont générales parce qu'elles ne vont pas dépendre du contexte. Par exemple, pourquoi on me demande de faire ça, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Donc, c'est juste pour les auditeurs, pour leur dire qu'il y a un épisode qui arrive bientôt, qui est dédié aux questionnements métacognitifs généraux. Je reviens sur ce mot explicite. Donc il y a un petit débat, ou en tout cas des échanges autour de deux façons de présenter des modalités d'enseignement, avec parfois une formulation enseigner plus explicitement, versus ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Alors moi maintenant j'ai tendance à résumer en disant que enseigner plus explicitement, c'est chercher à rendre davantage disponible le projet de formation aux élèves, et donc être plus transparent sur pourquoi est-ce qu'on fait cette activité, quel est l'apprentissage qui est visé, quels sont les critères de réussite, etc. Donc rendre davantage disponible le projet de formation. Alors que l'enseignement explicite, c'est permettre aux élèves de s'approprier des nouveaux processus mentaux, qui sont en particulier les processus mentaux efficaces ou plus efficaces pour aboutir à un apprentissage et à la réussite dans des tâches scolaires. Et dans ces façons de présenter les choses, on voit quand même la différence. Enseigner plus explicitement, c'est vraiment l'action de l'enseignant, des gestes professionnels, alors que l'enseignement explicite, il a pour vocation à développer des nouvelles compétences, des façons de penser chez les élèves. Je pense que ça relève globalement d'un objectif similaire. Je préfère cette dissociation entre dire, d'une part, il faut expliciter les objectifs de l'activité, qu'est-ce qui est visé, pourquoi on doit acquérir ce type de compétences, ce qui relève en fait des connaissances métacognitives, pour être très clair. Et puis de l'autre côté, il y a la question des stratégies métacognitives, c'est-à-dire que comment on enseigne, ou comment on questionne les élèves dans un processus de réflexivité sur leurs apprentissages, de telle manière à ce qu'ils puissent prendre conscience des stratégies les plus efficaces dans un contexte donné. Et ça, c'est ce qui relève des stratégies métacognitives. Donc, moi, c'est plutôt le cadre dans lequel je m'inscris, c'est connaissances métacognitives, stratégies métacognitives. Les connaissances métacognitives, elles sont évidemment beaucoup plus développées dans une interaction de tutelle, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va clarifier d'une certaine manière l'objectif, la façon d'y arriver, pourquoi ça peut être plus ou moins difficile ce contexte-là par rapport à un autre contexte, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les stratégies métacognitives, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toute cette question de, par le questionnement, avant, pendant, après, réussir à ce que les élèves se posent des questions et comprennent finalement une forme d'autoréflexivité et de connaissance sur les stratégies les plus efficaces dans un contexte donné. Il y a aussi l'idée que ces stratégies, elles ne s'inventent pas parfois, et le fait de pouvoir réaliser ce qui se passe dans la tête d'un camarade qui réussit permet de prendre conscience de peut-être stratégies manquantes qu'on ne réalise pas. Donc dans l'enseignement explicite, il y a ce côté de « je ne peux pas inventer des stratégies mentales ».
Et le fait que quelqu'un m'explique ce qui se passe dans sa tête me fait dire « Ah oui, non, ça, je le fais pas en fait. Mais peut-être je peux essayer de le faire. » Oui, complètement. Non, mais dans cette notion d'expliciter les stratégies et d'enseigner des stratégies efficaces, il y a des stratégies, par exemple, mais encore une fois, ça relève plutôt des connaissances métacognitives. Sur la mémoire, par exemple, la mémorisation, oui, il y a oui. des stratégies efficaces de mémorisation, et c'est celle-là qu'il faut enseigner. C'est-à-dire qu'on voit bien là, parfois, le hiatus qu'il peut y avoir entre des objectifs pédagogiques qui ne sont pas en adéquation avec l'activité pédagogique proposée. Je prends un exemple, parce que je trouve ça assez frappant, l'apprentissage des poésies et réciter des poésies. C'est pertinent si on veut travailler, par exemple, sur dire des textes à voix haute, travailler sur la prosodie du langage, travailler sur ne serait-ce que la musicalité du langage, ce qui revient à la prosodie finalement, c'est-à-dire cette idée qu'on peut dire un texte, on peut prendre du plaisir finalement à dire le texte. Ça me paraît très bien. Que si c'est ça l'objectif pédagogique, fantastique. Si par contre l'objectif pédagogique, c'est d'apprendre, c'est d'entraîner la mémoire, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est du temps perdu pour tout le monde. Et si donc l'enjeu, je suis désolé de le dire, pour l'expérience que j'en ai eue, je continue à avoir de réciter les poésies, généralement on a face à nous des élèves qui annonnent des poésies sans aucune prosodie, avec finalement on leur dit très bien, tu as bien appris ta poésie, quel est l'intérêt? Enfin, c'est quoi l'intérêt pédagogique? Je le dis très clairement. Si c'est pour entraîner la mémorisation et apprendre aux élèves à mémoriser, la réponse c'est que ça ne produit rien. Donc c'est du temps perdu pour tout le monde. Donc dans ces cas-là, prenons du temps pour travailler et expliciter et enseigner de façon extrêmement explicite les stratégies de mémorisation. Il y en a, on sait qu'effectivement, une fois qu'on les a enseignées, elles fonctionnent parce qu'elles permettent à l'élève, dans le cadre justement de l'apprentissage d'une poésie, d'avoir des stratégies efficaces. Et donc, encore une fois, on diminue un peu les inégalités parce que dans les familles, il y a des familles dans lesquelles on peut expliciter les stratégies de mémorisation, et puis il y en a d'autres dans lesquelles on le fait moins. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on le fait moins, parce que c'est moins évident d'une certaine manière qu'il faut donc, le faire. Sur la mémorisation, on va le dire, parce qu'on l'a pas dit, Ouais. mais les stratégies efficaces, c'est le testing, donc le fait de se tester, de répéter, de forcer ces réseaux de neurones à s'activer pour renforcer. Et typiquement, l'idée pour une poésie, par exemple, c'est de pouvoir commencer suffisamment tôt à apprendre la poésie, puisqu'on sait que les mécanismes de consolidation des informations en mémoire à long terme, puisque c'est bien ça qui est visé, c'est-à-dire qu'ils les retiennent, on espère pour le reste de l'année, voire même le reste de leur vie. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais enfin ça serait quand même ça l'enjeu ultime, c'est qu'effectivement ils s'y prennent suffisamment tôt pour que puisse s'opérer ce qu'on appelle un rappel expansé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, avec des intervalles de plus en plus longs, on revienne sur les mêmes informations. Parce qu'en fait, les mécanismes de consolidation des informations en mémoire à long terme s'opèrent notamment pendant qu'on dort. Donc si les enfants apprennent leur poésie la veille pour le lendemain, c'est sûr que cette consolidation, elle sera moins efficace. S'ils apprennent pour le matin, pour l'après-midi, c'est encore moins efficace. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire et aux élèves, mais aux parents également. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas forcément connaissance des mécanismes de la mémorisation. Enfin, c'est assez logique, c'est des choses qui sont extrêmement pointues. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, à ce qu'on puisse, que tout le monde soit sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Et donc, rappel expansé, testing si on est sur des domaines qui sont plutôt de l'ordre du savoir-faire plutôt que des connaissances pures. La question aussi de comprendre que, en fait, c'est un processus qui demande de l'effort, de mémoriser, c'est pas simplement lire la poésie, c'est vraiment de s'engager dans un processus de mémorisation. On apprend les 2 premières lignes, on essaie de l'associer à la 3e, et ainsi de suite, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec effectivement cette planification d'une certaine manière de l'apprentissage, de telle manière à ce qu'on puisse être sûr qu'on va bien retenir sa poésie. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, l'enjeu ensuite, c'est de mettre de l'intention dans le texte. Et ça, on peut le faire que quand on a bien mémorisé, parce que sinon, c'est évident que c'est très complexe de pouvoir le faire. Et là, à mon avis, on vise un objectif pédagogique intéressant sur la poésie, c'est de savoir dire une poésie. Là, il me semble qu'il y a 2 points qui sont fondamentaux. Le premier point, c'est la formation, mais pas seulement la formation des enseignants, aussi la formation des élèves, l'accompagnement des parents. Donc c'est vrai que dans les projets qu'on accompagne en établissement, on essaye de proposer des modules de formation aux élèves, par exemple pour les élèves qui rentrent en 6e, qui rentrent en seconde. Il y a des collègues qui essayent aussi de former les élèves dans le 1er degré. Il y a des ateliers qui sont proposés aux parents. Donc j'espère qu'on aura des témoignages de collègues qui organisent des labs parents pour faire des actions avec les parents. Globalement, les enseignants, ils essayent de bien faire.
mais parfois ils ont des mauvaises représentations ou des mauvaises incitations. Quelles sont les mauvaises représentations les plus courantes parmi les enseignants et qui du coup conduisent à proposer des activités qui ne sont pas associées au bon objectif? Je pense que celle sur laquelle on peut... Bon, la première chose, c'est évident hein, que tous les enseignants ont comme objectif de faire progresser leurs élèves Oui. et que là-dessus, il n'y a évidemment Oui. pas de débat. Après, évidemment, il y a des... Je préfère parler de stratégie plutôt que de méthode, mais il y a des stratégies pédagogiques qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction d'un certain nombre de contextes et de ce qu'on vise comme objectif. On va dire que celle qui paraît être la plus représentative et la plus ancrée parfois dans les représentations des enseignants, c'est cette notion des styles d'apprentissage. Je pense que ça, c'est important de le déconstruire, c'est-à-dire qu'il a été véhiculé pour des raisons qui ne sont pas très claires, cette idée que chaque élève aurait un style d'apprentissage différent. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de données scientifiques qui ont essayé de tester, par exemple, est-ce que ça marche réellement mieux si un élève dit qu'il est plutôt visuel ou plutôt verbal ou auditif, de lui proposer plutôt du matériel visuel ou plutôt du matériel auditif. En fait, ça marche très mal. C'est-à-dire que ça n'entraîne pas plus de progrès pour un élève auditif de lui présenter un matériel uniquement sous forme auditive plutôt que pour un élève qui est plus visuel, du matériel uniquement sous forme visuelle. Ce que montrent toutes les recherches sur l'apprentissage, c'est qu'au contraire, ce qu'il faut multiplier, c'est les canaux et les formats de représentation de l'information. Parce que quand on regarde comment fonctionne la mémoire humaine, en fait, elle n'est pas localisée dans une partie du cerveau. Elle est distribuée sur l'ensemble du cerveau. Et donc, si vous avez encodé une information sous différents formats, elle est en partie encodée dans des réseaux différents dans le cerveau, et donc vous avez 2 fois plus de chances de récupérer l'information. Et donc, c'est intéressant parce que ça part d'une bonne volonté, c'est de la différenciation pédagogique, et ça, de la différenciation pédagogique, il faut réussir à le faire, mais en fait, sur une modalité qui n'est pas une bonne modalité. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que je vois que c'est le cas par exemple sur l'orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les questionnaires d'orientation, on reprend les intelligences multiples. On sait que les intelligences multiples, ça repose sur rien, dire qu'il y a des compétences différentes chez les apprenants, c'est une chose, dire qu'il y a des intelligences différentes, en fait, en tout cas en sciences cognitives, on ne parle pas d'intelligences différentes. On parle de compétences multiples qui peuvent être cognitives, socio-émotionnelles, mais la représentation en termes d'intelligence type Gardner, qui serait une façon d'amener les élèves à mieux s'orienter, c'est complètement orthogonal avec ce qu'on sait aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Donc voilà 2 points de focale sur lesquels effectivement il faut faire attention parce que parfois on sursimplifie certains résultats qui ont pu émerger dans la littérature scientifique parce qu'on a peut-être, nous, en tant que chercheurs, pas bien diffusé ce type de résultats et que ça aboutit finalement à des pratiques pédagogiques qui, sous le couvert finalement de s'appuyer sur des résultats scientifiques, font des choses qui sont finalement très en contradiction avec les connaissances qu'on peut avoir dans ce domaine des sciences cognitives. Justement, pour les enseignants, c'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas le temps, peut-être les compétences, de remonter aux publications scientifiques pour pouvoir les décortiquer. Alors moi, j'essaye de le faire un petit peu, j'avoue que c'est assez difficile. Encore quand c'est une publication sur une étude, on s'en sort à peu près. Quand on arrive à la lecture des méta-analyses, alors là, moi, je suis dépassée. Du coup, quels conseils vous pourriez donner à des enseignants pour qu'ils sachent où prendre de l'information fiable ? C'est compliqué, je voudrais dire ça aux enseignants, c'est compliqué parce que là pour le coup c'est plutôt de la responsabilité des chercheurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à trouver des bonnes modalités finalement de diffusion d'une partie de ces connaissances. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le temps de la science n'est pas le temps des problématiques de la classe, c'est-à-dire que le temps scientifique est un temps long. Pour consolider finalement des premiers résultats, c'est très bien de faire une première étude, mais une première étude, ça vous dit qu'une partie des choses. Est-ce que j'ai vraiment fait l'étude comme il l'aurait fallu? Est-ce que d'autres équipes seront capables de reproduire le premier résultat que j'ai obtenu? Tout ça prend du temps. Donc il y a un conflit de temporalité clair de ce point de vue-là. Donc il ne faut pas sauter d'une certaine manière sur le premier résultat, même s'il apparaît extrêmement transformateur pour le système éducatif. Ça, c'est la première chose. D'où le fait de finalement aller plutôt regarder ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses des études qui vont colliger les résultats de toutes les études antérieures et essayer de trouver quel est l'effet réel observé de tel ou tel type de stratégie pédagogique, par exemple. Donc, première chose, conflit de temporalité. Deuxième chose, on n'a pas vraiment trouvé les bonnes modalités de transfert des connaissances. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'on arrive à faire émerger dans nos systèmes
Alors, c'est exactement ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle en anglais des knowledge brokers, c'est-à-dire des gens qui sont en mesure d'aller chercher finalement de la connaissance dans les laboratoires et d'arriver à la pédagogiser de telle manière à ce qu'elle soit pertinente pour le terrain. Et donc cet aller-retour finalement du laboratoire à la classe, mais aussi de la classe vers le laboratoire, pour qu'on fasse de la recherche qui soit pertinente dans les laboratoires pour le terrain, et qu'on accélère justement ce processus de transformation, ça c'est un véritable enjeu. Je crois qu'il y a quand même maintenant des ressources qui existent, je veux dire, je pense à un certain nombre de choses qui sont produites par le ministère. Nous on est quand même maintenant très fortement sollicité, notamment par la DGISCO via EduScol. Donc il y a des ressources qui existent. Il y a des livres aussi qui permettent effectivement aux enseignants de se sensibiliser sur ces questions-là. Après, la difficulté aujourd'hui pour un enseignant, c'est qu'il ne peut pas accéder à la ressource, à la donnée primaire, qui est l'article scientifique. Et ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment de possibilité de le faire, si ce n'est quand même, je voudrais suggérer aux enseignants de pouvoir regarder, notamment en France, il y a une obligation maintenant pour les chercheurs de mettre l'ensemble de leurs publications en accès libre sur ce qu'on appelle HAL, les archives ouvertes. Et donc, s'ils vont sur HAL, ils peuvent aller regarder en tout cas les ressources primaires. Alors, souvent, elles sont en anglais, donc ça crée effectivement une problématique de barrière de la langue parfois. Oui, mais c'est une bonne outils de traduction efficaces. Il y a des outils de traduction efficaces. Et ça vaut le coup quand même d'aller regarder, parce que ça permet finalement d'avoir une sensibilité plus forte. Et est-ce que réellement ce résultat, c'est basé sur de la recherche de terrain, ou est-ce que c'est finalement à un niveau de recherche réellement extrêmement en amont, c'est-à-dire de la recherche très fondamentale, dans laquelle il faut encore beaucoup d'étapes pour être sûr que ça fonctionne bien sur le terrain. Et puis, quand même, finalement, se dire que le conflit de temporalité va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de résultats dans les laboratoires qu'on a eu du mal aujourd'hui à transférer. Et je pense que les podcasts, c'est une bonne façon de le faire. C'est-à-dire les podcasts, l'intervention quand même plus systématique maintenant des chercheurs et des chercheuses dans la formation continue, dans les parcours de formation de l'école académique de formation. Et tout ça, finalement, permet progressivement d'arriver à diffuser les choses. Mais je dirais qu'il faut que les enseignants exercent un sens critique. La recherche scientifique, bien sûr, produit des résultats, mais il y a un enjeu quand même de savoir est-ce que c'est des résultats qui sont très spécifiques. Le premier, est-ce que ça fait plutôt 20 ans qu'on dit ça? Est-ce que ça fait plutôt 1 ou 2 ans? Et que ça, c'est un bon moyen aussi de savoir est-ce que le domaine est suffisamment consolidé pour se dire, moi en tant que praticien, là je peux y aller en confiance. Donc c'est vrai que nous on utilise beaucoup le site britannique Education Endowment Foundation, tout à fait. dans lequel il y a ce fameux Learning and Teaching Toolkit sur lequel on retrouve des choses. Alors je pense que voilà, typiquement le type de site et le type de plateforme qu'il faut qu'on arrive à faire émerger en France. L'Education Endowment Foundation, c'est quoi? C'est finalement une fondation indépendante qui mène pour le gouvernement britannique notamment un certain nombre d'essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire d'évaluation la plus objective possible de différents types de politiques éducatives et de méthodes, stratégies pédagogiques. Et c'est effectivement extrêmement intéressant parce qu'ils donnent toujours les résultats en termes non seulement d'efficacité, mais aussi de coût. Et c'est important, parce que le coût évidemment associé, on pourrait demain résoudre tous les problèmes en éducation si on avait des ressources illimitées. Le problème, c'est qu'on n'a pas des ressources illimitées. Et donc ça, c'est très intéressant. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à faire quelque chose. Alors, je lance comme ça, comme une bouée à la mer, mais c'est quelque chose dont il faut qu'on arrive à se saisir. C'est de dire non seulement qu'est-ce qui marche, mais je pense que ça serait qu'est-ce qui marche pas. Parce que je vois aussi beaucoup d'équipes qui, je veux dire, il y a beaucoup d'innovation dans les écoles. Mais globalement, parfois je vois des équipes s'épuiser à faire des choses dont on sait qu'a priori ça produit peu de choses, puisqu'il y a plein d'autres équipes qui ont essayé de le faire. Mais finalement, on n'a pas cette information. Et donc avoir quelque part finalement une plateforme accessible pour les enseignants qui leur dirait voilà ce qui a fonctionné dans tel contexte, parce que je suis tout à fait d'accord que la question de la contextualisation de l'efficacité est un enjeu, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans un contexte similaire. De telle manière à ce qu'on se dit, finalement cette stratégie pédagogique, c'est peut-être pas forcément la meilleure, il faut peut-être que je réfléchisse à autre chose. Donc là, je crois qu'il y a un véritable enjeu, de ce point de vue-là, d'essayer de faire émerger ce type de plateforme, effectivement, pour guider les choses. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'il y a de mon point de vue, une enquête qui est extrêmement importante, qui a été menée, qui est en train d'être lancée par la DEP, donc la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, c'est ceux qui s'occupent aussi des évaluations nationales, mais ils lancent aussi des enquêtes. Et il y a une enquête qui est, je trouve, extrêmement intéressante par ses objectifs, qui est l'enquête 1000 écoles. Oui, qui vient d'être lancée sur EduScol. Vient d'être lancée sur EduScol, qui est extrêmement intéressante parce que finalement, elle prend le regard inverse. Elle dit, on va aller interroger des enseignants pour savoir
quelles sont leurs pratiques pédagogiques. Et ensuite, on va regarder en termes de gains d'apprentissage des élèves, celles qui semblent, dans un contexte donné, les plus pertinentes. Tout ça est anonyme. Hein. Je veux dire, ça ne sera pas du tout pour évaluer la qualité des enseignants. C'est plutôt pour essayer d'évaluer des petites pépites pédagogiques. Et une fois qu'on les aura identifiées, parce qu'elles produisent des gains d'apprentissage plus importants chez les élèves dans ce contexte-là, on pourra se dire, tiens, pour moi, enseignant, c'est super intéressant. C'est-à-dire que je travaille dans une REP+, en ruralité. Tiens, il y a un enseignant, une stratégie pédagogique qui a l'air de bien fonctionner et je vais pouvoir m'en saisir et ça accélère considérablement finalement le processus justement de diffusion des innovations pédagogiques qui sont efficaces. Sauf que là, on va faire un peu des corrélations. Ça se trouve, il y a des variables cachées et finalement le gain d'efficacité, enfin le gain d'apprentissage des élèves n'est peut-être pas lié à cette pépite, mais peut-être lié à autre chose. Certes, c'est vrai. La meilleure façon normalement de le faire, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle des approches très expérimentales dans lesquelles on va comparer deux types de stratégies en fonction de groupes qui sont les plus similaires possibles avant l'entrée dans le dispositif, c'est-à-dire qu'on fait un pré-test, ensuite on varie le type de stratégie en fonction des différentes classes ou des différents élèves, puis on regarde après l'intervention qu'est-ce que ça a produit en termes d'apprentissage, voire même on regarde quelques mois après, et ça permet d'attribuer un lien causal entre la stratégie d'apprentissage et ce qu'on observe en termes de gain d'apprentissage des élèves. Ceci étant dit, l'enquête Mille Écoles, ce qu'elle va permettre, c'est finalement d'identifier des stratégies dont on peut penser qu'elles sont les plus efficaces, et ensuite on pourra mener ce type de recherche. Ceci étant dit, comme c'est le ministère, ils ont aussi toutes les évaluations nationales, donc en fait, on peut quand même regarder, en contrôlant pour le niveau de base, qu'est-ce qui produit le plus de gains d'apprentissage. Donc en fait, en termes de niveau de preuve, on est moins élevé qu'une université, mais on est beaucoup plus proche du terrain. Donc c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire que bien sûr que le niveau de preuve est très important, mais si j'ai un niveau de preuve qui finalement est très peu écologique, qu'est-ce que ça me dit ? Ça c'est vrai. Voilà. Et là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement écologique parce qu'on part des pratiques pédagogiques de classe. On regarde qu'est-ce qu'elles produisent finalement en termes d'apprentissage, quelles sont celles qui semblent le plus efficaces en fonction du contexte. Et ensuite, on peut effectivement aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si l'objectif du ministère ensuite est de dire il faut qu'on fasse des formations spécifiquement sur ce type de pratiques pédagogiques parce qu'elles ont l'air comme ça de produire le plus d'effets, effectivement, il faudra qu'en amont, on fasse des comparaisons de différents types de formations sur telle ou telle stratégie pédagogique et regarder celle qui effectivement produit le plus d'apprentissage. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on a identifié. Mais c'est en tout cas très intelligent en termes de identification des stratégies. De méthodologie et de récolte d'informations et de données. Et en rappelant bien que l'idée derrière, puisqu'on est quand même tout un groupe de chercheurs et de chercheuses à avoir travaillé sur accompagner l'ADEPE sur ce... L'enjeu n'est absolument pas d'évaluer les enseignants. Ce n'est pas du tout l'objectif. Tout ça va être totalement anonymisé. Le véritable enjeu, c'est de se dire où sont les pépites, finalement, pédagogiques. C'est génial. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent, en sciences cognitives, on a fait un peu le contraire. C'est-à-dire là, on va vraiment du terrain, on regarde qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui constitue une pépite pédagogique, et ensuite, on revient, finalement, en les ayant identifiés, on va pouvoir évaluer, ça va permettre de guider de la recherche systématique sur ces pratiques pédagogiques. Ça, c'est génial. C'est génial. On a hâte. Alors, du coup, aujourd'hui, quelles sont les connaissances et les sujets sur lesquels on a suffisamment d'éléments consolidés, robustes, pour pouvoir se dire, là, on peut penser des transferts et des transpositions dans les classes, dans les écoles, dans les établissements? Je pense on en a déjà balayé un certain nombre. La question des processus de mémorisation, ça c'est très consolidé. On sait qu'effectivement, si on arrive à faire de la programmation pédagogique dans laquelle on va permettre du rappel expansé, c'est-à-dire qu'on va réfléchir dans sa programmation pédagogique en disant non, je ne fais pas juste ma notion sur ma première période, puis ensuite je ne la revois pas pendant l'année, parce qu'en fait, ça c'est complètement délétère pour la mémorisation des élèves. Donc si je veux qu'à la fin de l'année, ils aient effectivement, au regard des compétences qu'ils doivent avoir acquises, pu les mémoriser, en fait, il faut que j'y revienne dans le temps, plusieurs fois dans l'année, et donc ça va penser une forme de programmation pédagogique différente. L'idée du testing, c'est-à-dire l'idée, par exemple, que pour pouvoir bien mémoriser, il faut que des processus métacognitifs soient en place, c'est-à-dire qu'il faut que l'élève puisse prendre conscience de ce qu'il a bien mémorisé, de ce qu'il n'a pas encore mémorisé. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir enseigner aux élèves. La notion de feedback, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va donner comme retour à l'élève, dans quelle temporalité, ça c'est aussi des choses qui sont
bien établie. C'est-à-dire l'idée, c'est que si on fait une évaluation avec des élèves, je parle plutôt du second degré, et qu'on leur fait un retour sur leur copie 3 semaines après, je suis désolé de le dire, et je sais bien que c'est dû à des contraintes aussi, je dirais, de l'organisation même du temps scolaire, c'est pas au bénéfice des apprentissages de l'élève. Alors, sur ce point, on a un témoignage d'une collègue qui va arriver dans un épisode bientôt, qui témoigne de stratégies permettant de faire du feedback immédiat. Et donc, elle nous racontera comment elle fait. Ben, c'est génial parce que je pense que ça, c'est véritablement un enjeu, notamment pour le second degré, parce qu'on voit bien que c'est du fait même de l'organisation du temps, des emplois du temps, c'est complexe. Donc ça, c'est bien établi. La notion de la concentration, comment on va finalement favoriser l'attention et la concentration. Il y a plein de dispositifs qui existent. Il y a eu tout un parcours, notamment sur Canopé, autour de l'ouvrage de Jean-Philippe Lachaud, sur la question de l'attention, de la concentration. On sait qu'effectivement, le fait de poser, par exemple, des questions de façon régulière aux élèves est un très bon moyen de les réengager du point de vue de leur concentration. Il y a des choses très consolidées sur la question de la motivation. On sait que c'est une vraie question du point de vue des enseignants. Alors, on entend beaucoup d'enseignants dire oui, mais moi, mes élèves, finalement, je les trouve pas motivés, ils sont pas motivés à apprendre, ils sont pas concentrés. Et en fait, de comprendre quels sont les mécanismes motivationnels, le fait de trouver peut-être aussi des moyens de faire des retours plutôt sur la courbe d'apprentissage d'un élève, plutôt que de la comparaison systématique entre les élèves. Parce que c'est bien ça qui se passe quand on met des notes. Quand on met des notes, on compare les élèves les uns par rapport aux autres. Je prends souvent cet exemple. Si je suis un élève qui réussit peu dans notre système éducatif, globalement, toute l'année, risque d'avoir les moins bonnes notes de la classe. Disons que j'ai 7 à chacun de mes contrôles pendant toute l'année. Une petite variabilité, parfois j'ai 5, parfois j'ai 8, parfois j'ai 9. Mais en fait, la réalité, c'est que le 5 ou le 7 du début de l'année, c'est pas le 5 ou 7 de la fin de l'année. C'est-à-dire que par rapport à la courbe d'apprentissage des autres élèves, il y a quand même une courbe d'apprentissage chez cet élève, mais elle est peut-être effectivement moins importante que chez d'autres élèves. Mais ça, moi, en tant qu'élève, je ne peux pas le savoir. Et donc, un vrai vecteur de motivation, c'est effectivement de pouvoir, en tout cas, trouver les bonnes modalités pédagogiques, mais pouvoir dire à cet élève, mais regarde, tu progresses quand même. D'accord, tu as peut-être moins progressé que les autres, mais tu as quand même acquis un certain nombre de compétences. Parce que ça, c'est une clé motivationnelle importante. Et la deuxième chose, et on en parlait tout à l'heure, c'est finalement les connaissances métacognitives. C'est ce que vous disiez par expliciter, d'un point de vue pédagogique, les objectifs d'une activité. Je crois que si on veut des élèves motivés, il faut leur expliquer le pourquoi et le comment des apprentissages. Et ça de façon absolument systématique. Je sais qu'il y a plein d'enseignants qui le font, mais il faut que ce soit systématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer engager un élève dans une activité sans qu'il soit très clairement au courant de quel est l'objectif, pourquoi j'apprends ça. Et ce n'est pas un vain mot, pourquoi j'apprends ça, et comment je vais l'apprendre. Parce qu'une fois que je sais le pourquoi et le comment, en fait, c'est beaucoup plus simple de m'engager dans les apprentissages. Motivation, dernier aspect, on travaille au laboratoire, on sait que ces fonctions de très haut niveau, ces fonctions exécutives, sont des fonctions importantes à travailler, qu'elles expliquent quand même beaucoup de la variabilité observée en termes de réussite, par exemple, y compris en maths et en français. Si vous regardez des prédicteurs de la réussite éducative en maths et en français, ces fonctions exécutives sont des prédicteurs importants. On est en train de publier un papier sur les données du panel maternel, petite section, qui montre que dès l'entrée à la maternelle, ce qui explique les inégalités éducatives dans le domaine du langage oral et des mathématiques, c'est l'effet du milieu social d'origine sur ces fonctions exécutives. Donc il y a un enjeu à les travailler. Alors on peut les travailler, comme on l'a dit, par des petits jeux, mais il faut aussi les travailler dans le cadre des apprentissages scolaires fondamentaux, par exemple en faisant varier le nombre d'éléments qu'un élève doit manipuler au cours de la résolution d'un problème. Typiquement, là, vous travaillez les fonctions exécutives. Le fait de proposer des situations de problème, c'est typiquement entraîner ses capacités d'inhibition, mais il faut le rendre transparent pour un élève. Il faut qu'il en ait conscience qu'on est en train de lui demander de mobiliser ce type de compétences. Sur les fonctions exécutives, on entend souvent dire qu'elles ne sont pas entraînables et améliorables en tant que telles. Alors si, elles sont tout à fait entraînables. La vraie question qui se pose, c'est à quel point elles sont transférables. Mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait améliorer votre capacité de mémoire de travail, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est activer des informations, les maintenir et les manipuler. Typiquement, de manière générale ou dans un contexte donné Dans un contexte donné, mais même de façon générale, c'est plutôt contextuel. Mais si vous travaillez par exemple en maths, si vous faites des problèmes dans lesquels vous demandez aux élèves de manipuler de plus en plus d'informations, ils vont pouvoir développer leur mémoire de travail. La vraie question, c'est est-ce qu'on va obtenir un transfert ? Oui. Mais on a quand même un certain nombre d'études qui montrent par exemple que quand on utilise des outils numériques dans lesquels on fait soit que des mathématiques, soit mathématiques plus fonctions exécutives, ce qui produit le plus d'apprentissage, c'est de combiner les deux. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à le faire.
Et effectivement, l'enjeu, c'est pas de s'épuiser ou prendre beaucoup de temps à développer les fonctions exécutives. Mais par contre, que les élèves aient conscience de ce qui est en de jeu. cela, que les enseignants puissent comprendre que la variabilité observée en termes d'apprentissage peut s'expliquer par des différences en termes de fonctions exécutives, ça c'est important parce que c'est un vecteur de différenciation pédagogique. Et donc c'est pour ça que nous on travaille beaucoup avec la DEP en ce moment pour essayer de leur dire, mais vous savez, dans ces évaluations nationales, si on pouvait avoir une petite évaluation des fonctions exécutives, ça serait quand même extrêmement intéressant pour les enseignants parce que ça leur permettrait effectivement de comprendre la variabilité qu'ils observent dans les apprentissages de leurs élèves. Parce que je suis désolé de leur dire, de le dire, mais les différences qu'on observe en français et en maths, c'est pas dû que à des processus qui sont spécifiques au français et en maths. Ça peut être dû à des difficultés attentionnelles, à des difficultés de mémoire de travail, des difficultés d'inhibition, des difficultés de flexibilité. Et donc, dans ces cas-là, finalement, c'est d'autres types, évidemment, de gestes professionnels qu'il faut développer pour pouvoir accompagner ces élèves dans leurs apprentissages. Pour pouvoir à la fois alléger la charge mise Exactement. sur les fonctions qui sont moins développées, oui, tout à fait. Et en même temps, apprendre à développer ces fonctions. Exactement, il y a les deux. Pour prendre un exemple, si vous êtes en maternelle, vous êtes une enseignante ou un enseignant de maternelle, vous le savez très bien, c'est-à-dire que quand vous racontez une histoire et que vous commencez à multiplier les personnages, c'est extrêmement complexe pour vos élèves de comprendre l'histoire. C'est pas en soi qu'ils ont des problématiques de compréhension de l'histoire, c'est simplement parce que tout d'un coup, ça excède leur mémoire de travail. Et donc, on peut tout à fait avoir un geste professionnel associé qui pourrait être effectivement de présenter l'ensemble des personnages dans un premier temps, de les présenter de façon visuelle de telle manière à ce qu'on puisse faire appel à ces visuels au cours de l'histoire. Et on voit bien qu'à ce moment-là, l'enfant a beaucoup plus de capacité et de probabilité de retenir finalement le contenu narratif de cette histoire. Donc c'est juste une adaptation pédagogique. Et puis le fait de le travailler de façon systématique, finalement c'est une façon de développer ce type de compétences. On en vient aux travaux qui sont réalisés dans votre laboratoire. Vous en avez déjà parlé. Ça fait le pont. Donc vous travaillez beaucoup sur les fonctions exécutives, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les champs de réflexion actuels ? Alors les champs de réflexion actuels, en termes sur les aspects plus éducatifs, on a beaucoup de questions autour notamment de la question de la pensée critique, du développement de la pensée critique dans un monde dans lequel finalement les élèves passent du temps sur les réseaux sociaux, sont exposés, même quand ils ne cherchent pas forcément, à des informations médiatiques qui peuvent avoir des degrés de véracité différentes. Un des enjeux, effectivement, aujourd'hui, c'est de savoir non seulement comment se développe cette capacité, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Donc, on vient de publier un papier il y a quelques jours qui montre justement la courbe développementale de cette capacité à discerner entre les vraies et les fausses informations. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est que ce qu'on montre, c'est qu'au cœur de cette capacité, il y a la capacité à résister à des biais de raisonnement. C'est-à-dire que notre capacité à raisonner de façon logique, c'est-à-dire notre pensée critique, notre capacité à aller au-delà des apparences est extrêmement important pour les adolescents pour développer leur capacité à discerner les vraies et les fausses informations. Donc ça, c'était, je dirais, l'aspect diagnostic. L'aspect plus appliqué, c'est maintenant de tester des différents types de séquences pédagogiques. Donc on fait ça maintenant depuis 3-4 ans. On a testé des séquences pédagogiques dans lesquelles on associe EMI et sensibilisation aux biais, qui sont les nôtres quand on essaye d'évaluer des informations. Parce qu'en fait, ce qu'on avait un peu oublié dans l'EMI, c'était le cerveau récepteur de l'information. Et on a plein de biais, je veux dire, nous y compris. C'est-à-dire qu'on a un biais qui est massif chez l'ensemble d'entre nous, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours chercher dans le flux d'informations les informations qui sont le plus en cohérence avec ce qu'on pense déjà. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut sensibiliser les élèves, et on montre que ça a des effets positifs sur leur capacité de discernement. Donc il y a tout un pan sur fake news, adhésion aux théories du complot aussi, qui est un véritable enjeu aujourd'hui. Le faire évidemment dans le second degré, mais aussi dans le premier degré, comment on pense une progressivité à travers ces différents cycles, justement, du développement de la pensée critique en lien avec les capacités de discernement de l'information. Donc ça, c'est un gros axe de recherche de laboratoire. Le deuxième axe de recherche, c'est la question de la réduction des inégalités éducatives. Donc il y a un axe de recherche qu'on porte avec quelques collègues au laboratoire sur la question notamment de comment former les enseignants à utiliser des gestes professionnels autour de la métacognition, notamment chez les élèves de maternelle, puisque si je vous dis qu'il y a déjà, dès l'entrée à la maternelle, des inégalités éducatives, je vais le dire comme ça, mais pour moi, la mère de toutes les batailles, c'est la maternelle. C'est-à-dire que si on arrive un peu à réduire les inégalités en maternelle, notamment dans le domaine de l'apprentissage du langage oral et des compétences préacadémiques dans le domaine mathématique, on se met dans une situation meilleure d'une certaine manière pour éviter de voir l'explosion des inégalités éducatives, notamment dans le domaine de l'apprentissage du langage écrit, puisqu'on sait que
vos capacités de langage oral sont très prédictives de votre capacité d'apprentissage du langage écrit, de la lecture donc. Et comme le problème de la lecture, c'est que c'est l'entrée dans toutes les formes de littératie, littératie scientifique, littératie mathématique, littératie numérique, en fait, bien apprendre à lire, c'est un véritable enjeu. Et donc, fondamental. Voilà, c'est fondamental. Mais pour ça, il faut finalement agir avant l'entrée dans la lecture. Et donc, ce qu'on est en train de faire, notamment dans l'Académie de Marseille, c'est qu'on travaille avec des conseillers pédagogiques. On a la première année formé des enseignants en direct à utiliser des gestes professionnels autour de la métacognition, autour de l'enseignement des stratégies métacognitives et des connaissances métacognitives. On a des premiers résultats qui sont encourageants, on a des transferts, c'est-à-dire que alors même qu'on les a formés sur la métacognition, les élèves dont les enseignants ont été formés à utiliser des gestes métacognitifs progressent plus, notamment dans des domaines liés à des compétences langagières et des compétences mathématiques. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que sur certains des sous-domaines liés à l'apprentissage du langage oral, on a des effets qui sont plus bénéfiques pour les élèves qui viennent de milieux sociaux les plus défavorisés. Oui. Et donc là, ça devient très intéressant. Il y avait une marge de progrès qui était plus grande. Alors il y a ça, mais parfois ce que vous observez, c'est des effets qui sont non attendus, c'est-à-dire que vous aimeriez que ça bénéficie aux élèves qui ont moins de facilité, et pour autant vous touchez essentiellement ceux qui ont déjà le plus de facilité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc là, la deuxième année, on est en train de, puisque c'est un enjeu aussi de monter doucement à l'échelle, on est en train de former les formateurs, c'est-à-dire qu'on forme les conseillers pédagogiques, et c'est eux qui forment les enseignants. Parce qu'évidemment, si on veut monter à l'échelle, il faut former les formateurs. Et que je crois aussi beaucoup à l'idée qu'il faut qu'on travaille, et ça c'est un autre axe du laboratoire, sur la question de l'implémentation, les sciences de l'implémentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est super de trouver des effets à petite échelle, mais comment on fait quand on monte à l'échelle ? Parce qu'en fait, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que tout d'un coup, si je décide de faire un plan de formation sur l'ensemble des enseignants de l'académie, comment je m'assure que je maintiens ce qu'on appelle la fidélité des effets de l'intervention. Est-ce que je vais avoir la même taille d'effet en termes de gain d'apprentissage pour les élèves ? Et ça, pour le faire, il n'y a pas d'autre possibilité que de monter doucement à l'échelle. Donc ça, c'est un autre des gros axes du laboratoire. Et puis, il y a un axe aussi important en ce moment du laboratoire qui est sur la question, finalement, des rapports entre apprentissage des mathématiques et anxiété mathématique. Et milieu social d'origine, parce qu'on sait qu'il y a des liens entre les trois, et donc on essaye de regarder un peu, finalement, de comprendre ces liens qui peuvent exister, et comment on va pouvoir ensuite proposer des interventions qui permettront potentiellement de diminuer un peu cette anxiété mathématique, et très probablement ça veut dire s'orienter vers des interventions qui visent à développer les compétences psychosociales, parce que c'est bien ça dont il est question, ça, comment j'apprends à gérer le stress. En lien aussi avec ce constat de différence de performance scolaire en mathématiques qui apparaît chez les élèves au cours de l'année de CP. Exactement, notamment entre les filles et les garçons, vous savez que c'est une des choses qui apparaît, mais en fait c'est aussi, quand on regarde les différents facteurs d'inégalité, il y a les inégalités liées au sexe des enfants, il y a des inégalités liées au milieu social d'origine, il y a des effets liés aussi au mois de naissance, et tout ça peut affecter potentiellement les performances, notamment quand on est dans des matières sur lesquelles il y a une pression sociale forte. Et en fait, pourquoi ça émerge aussi fortement en mathématiques ? Parce qu'on est dans une société dans laquelle on valorise quand même très fortement les mathématiques. Et sur lesquelles les enseignants du premier degré sont souvent moins à l'aise aussi. Moins à l'aise, et puis parfois eux aussi ont pu développer de l'anxiété disciplinaire. Et que donc c'est évidemment, même si ça se transmet pas de façon explicite, implicitement, on peut sentir que papa ou maman est moins à l'aise avec les mathématiques et que ça peut créer des représentations finalement spécifiques et donc potentiellement de l'anxiété. Et notamment chez les élèves qui viennent de milieux sociaux les plus défavorisés parce qu'ils sont déjà plus sujets à de l'anxiété générale. Et l'anxiété ou le stress impacte fortement... il faut le comprendre comme ça. C'est-à-dire que globalement, qu'est-ce qui fait que le stress impacte nos apprentissages ? Très clairement, vous avez déjà ressenti du stress. Quand on ressent du stress, en fait, on a des manifestations physiologiques. C'est-à-dire qu'on a un rythme cardiaque qui s'accélère, une fréquence respiratoire qui va être plus élevée, parce qu'en fait, c'est une manifestation parfaitement adaptative, le stress. Normalement, ça nous prépare à agir. Sauf que, quand on est dans un cours de maths, a priori, ça n'a pas de sens de se préparer à agir pour contrer une menace, puisque normalement, ça ne devrait pas être une menace. Et donc, vous voyez bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on est stressé, en fait, une partie de nos ressources attentionnelles et de nos ressources cognitives sont orientées vers réguler, finalement, le stress l'émotion qu'on est en train de ressentir. Tout ça, c'est des ressources que vous prenez et que vous ne pouvez pas engager dans la situation d'apprentissage. D'où l'effet négatif sur la situation d'apprentissage. C'est pour ça que je dis que souvent, si on voit que des élèves ont des difficultés dans certaines disciplines et que c'est clairement lié, ça génère du stress chez eux, la première chose qu'il faut réussir
à gérer d'une certaine manière, c'est comment on arrive à réduire ce stress. Parce que sinon, ils ne peuvent pas arriver au niveau de performance des autres élèves. C'est-à-dire que vous leur demandez quelque chose dans lequel ils sont obligés de recruter tellement plus de ressources attentionnelles et de ressources cognitives qu'évidemment, c'est extrêmement complexe pour arriver au même niveau de performance. Et même quand ils y arrivent, il faut comprendre la fatigue que ça génère chez ces élèves-là. Et donc, je sais, c'est un vrai problème dans notre système éducatif. On a des programmes qui sont extrêmement denses. Moi, j'ai pas osé le dire tout à l'heure sur les questions de mémorisation et de répétition, non, mais etc. sur la programmation pédagogique, bien sûr. Oui. Et on voit bien le problème. Mais pour autant, ce que je veux dire aux enseignants, c'est que parfois, il faut accepter de perdre un peu de temps pour en gagner. C'est-à-dire que si vous avez réussi à développer les compétences psychosociales de vos élèves, qui gèrent mieux leur stress, c'est autant de temps gagné après. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre dans un contexte beaucoup plus sécurisé affectivement. Et comme c'est beaucoup plus sécurisé, en fait, ils apprennent beaucoup mieux et sans doute beaucoup plus vite. Moi, je trouve que les enseignants s'engagent d'autant dans ce type de stratégies qui parfois sont un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire, qui peuvent être quelque part une prise de risque, lorsque c'est accompagné par un collectif. Et qu'il y a d'autres collègues avec lesquels on peut échanger, on est dans les mêmes dynamiques et on va tester les choses. Donc c'est ce qu'on essaye un peu de développer au sein des académies, des collectifs de collègues qui peuvent se retrouver pour échanger sur ce qu'ils essayent et puis ces données qui viennent de la recherche et comment est-ce qu'on peut les utiliser en classe. Je crois que c'est un enjeu, hein, la notion de collectif, la notion aussi, mais peut-être qu'on y reviendra sur la dernière question, la notion de savoir comment on fait dans une équipe pédagogique pour justement faire un peu ce qui est fait à l'ADEPE, c'est-à-dire d'isoler ou d'identifier des pratiques pédagogiques qui ont l'air d'être des pratiques pédagogiques pertinentes. Comment je fais pour les diffuser à mes collègues, comment j'arrive effectivement à ce que ça parte du terrain et ça puisse finalement dans un processus, et je le répète, un processus qui doit être lent, de mise à l'échelle progressive. On arrive comme ça finalement à généraliser des pratiques pédagogiques qui sont des pratiques pédagogiques efficaces, vous mettez ce que vous voulez derrière efficace en fonction des objectifs pédagogiques que vous êtes fixés. Je pense que ça, c'est un véritable enjeu. Je me permets de dire que y a l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives qui acte beaucoup dans ce sens et qui propose donc des structures qu'on appelle les coniclasses, qui permettent de mettre les gens en lien. Et puis, des groupes éducation et sciences cognitives ont aussi porté un réseau d'établissements, donc plutôt second degré, qu'on appelle le réseau des Learning Labs, et qui a aussi pour objectif de mettre en lien les gens qui sont dans ces dynamiques. Et donc c'est pourquoi nous croyons beaucoup aux collectifs et aux communautés qui progressent et qui apprennent ensemble. Pour finir, si vous aviez une recommandation donnée aux enseignants pour qu'ils puissent s'y retrouver, choisir, rendre leur pédagogie plus efficace, comme on l'a évoqué, en s'appuyant sur les apports des sciences cognitives, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais essentiellement de se faire confiance. C'est-à-dire qu'ils ont des intuitions pédagogiques, ils ont de toute façon un objectif pédagogique qui est clair, qui est de faire progresser les élèves, et notamment ceux qui sont plus en difficulté, mais qu'il faut, comme dans toute autre chose, finalement s'assurer que ça fonctionne. Et je sais que c'est difficile, parce que quand on a les meilleures volontés du monde, on espère que ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne pas forcément. Ce n'est pas forcément la meilleure des approches. Et que dans ce cadre-là, la seule chose qui permet finalement de trancher, c'est d'évaluer. Et évaluer, ce n'est pas un gros mot. Évaluer, vous le faites tout le temps avec vos élèves, vous évaluez vos élèves, ça leur permet de vous dire finalement où est-ce qu'il en est de sa courbe d'apprentissage, où est-ce qu'il en est de l'acquisition des compétences que vous visez à développer chez ces élèves. Donc ce que j'aimerais finalement faire passer comme message aux enseignants, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que des équipes de recherche viennent évaluer leurs pratiques pédagogiques spécifiques. Ils peuvent le faire à petite échelle dans un premier temps. Ensuite, évidemment, quand il faudra monter à l'échelle, là, il y a besoin de soutien, il faut se tourner vers la CARDI notamment, il faut pouvoir trouver des équipes de recherche qui vont accompagner l'évaluation à plus grande échelle. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut essayer de faire sur le terrain, c'est de se dire, dans une équipe, justement, qui peut être plus ou moins large, à l'échelle d'un établissement ou de quelques établissements, de dire, moi, cette année, j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai envie de travailler avec cette stratégie pédagogique, idéalement basée sur des travaux qui ont pu être faits en sciences cognitives ou dans d'autres domaines, d'ailleurs, des sciences pour l'apprentissage de façon globale. Et je vais me mettre avec 2, 3, 4 collègues qui ont envie de faire à peu près la même chose. Et puis, je vais essayer de trouver 2, 3, 4 collègues qui, eux, vont utiliser une stratégie un peu différente. Moi, je vais utiliser plutôt, par exemple, quand je vais essayer d'enseigner la résolution des problèmes arithmétiques à contenus verbaux, moi, je vais plutôt essayer en décomposant le problème en sous-étapes. Puis, moi, je vais plutôt essayer les schémas. Et puis ensuite, la seule chose sur laquelle il faut mettre à peu près d'accord, c'est qu'on évalue. On utilise la même évaluation avant, et puis en début d'année, en fin d'année, par exemple. Ou avant une séquence et après une séquence. C'est la seule chose sur laquelle il faut se mettre d'accord.
Et ça, c'est pas très difficile. On le fait tout le temps. On se prête du matériel, on se sensibilise sur différents types de matériel. Et ensuite, on peut comparer. C'est-à-dire que c'est relativement simple. Est-ce que ça a fonctionné avec tes élèves? Est-ce que ça n'a pas fonctionné avec tes élèves? Est-ce que ça a plus fonctionné dans les classes qui ont utilisé cette stratégie ou plus dans les classes qui ont utilisé cette stratégie? Ça ne donne pas de conclusion définitive, mais ça permet finalement de promouvoir l'innovation pédagogique et l'évaluation de cette innovation pédagogique, avec des indicateurs qui sont ceux du terrain. C'est-à-dire qu'ensuite, on décide entre nous quel est l'indicateur. Ça peut être un indicateur, par exemple, au-delà des apprentissages, de est-ce que les élèves ont l'air d'être plus heureux dans ce contexte-là. On peut leur poser la question. Ils sont très, très bons pour répondre à ce type de questions. Mais on le fait avant-après. Et donc, en faisant ça de façon systématique, globalement, finalement, à l'échelle du terrain, on peut faire remonter ces quelques innovations pédagogiques, ces pratiques pédagogiques qui ont l'air d'être pertinentes dans un certain nombre de contextes. Et puis ensuite, on peut passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire de regarder en se tournant vers la CARDI, en se tournant vers les équipes de recherche, est-ce qu'on peut être accompagné dans une évaluation plus globale. Et ça, je pense que ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que de l'innovation pédagogique, il y en a partout, sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il y a moins, c'est l'évaluation de ces pratiques pédagogiques innovantes. Alors que c'est un enjeu, parce que si on veut pouvoir les identifier, et si on veut pouvoir les mettre à l'échelle, il faut qu'on arrive à les évaluer pas à pas, d'abord dans des contextes très locaux, et puis ensuite en généralisant de façon plus globale. Ça rejoint la question évoquée tout à l'heure de l'implémentation, parce que lorsqu'on sait qu'une action va fonctionner en laboratoire ou dans un groupe un peu petit avec l'accompagnement d'un chercheur, le fait de se dire on va implémenter ça dans un système plus écologique, mais on va évaluer pour se dire est-ce que vraiment dans ce système plus écologique on obtient bien les résultats qui sont attendus, ça contribue à cette question d'accompagner l'implémentation et de savoir comment accompagner cette implémentation. Tout à fait. Et il n'y a pas d'opposition formelle à dire que les effets sont contextualisés. C'est-à-dire que souvent, la réponse qui peut être donnée par un certain nombre, soit d'équipes pédagogiques, parfois aussi de chercheurs, c'est de dire oui, mais l'apprentissage, c'est contextuel. Oui. C'est pas un problème. On est capable de l'évaluer aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Si on travaille à l'échelle, par exemple, de plusieurs circos, il y a aucune difficulté pour un chercheur de dire voilà, ça fonctionne mieux dans tel circo parce qu'il y a telle caractéristique de cette circo ou il y a telle caractéristique de cette école. La question, c'est la question du nombre. Si on a suffisamment d'écoles qui participent, suffisamment d'enseignants, on n'a aucun problème à dire voilà, les variables qui ont l'air de modifier un peu l'effet de cette pratique pédagogique. Aucun problème, on peut tout à fait le faire. Et donc, effectivement, c'est un point de focal particulier. C'est-à-dire, dans les sciences de l'implémentation, ça veut dire pour ces écoles-là, peut-être qu'effectivement, il faut changer un peu l'approche ou il faut adapter la pratique pédagogique de ce point de vue-là. Donc, il ne faut pas se cacher derrière le contexte. C'est l'idée de se dire, comme tout est contexte, on ne peut rien évaluer. Pas du tout. On peut tout à fait le faire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est ça aussi que fait l'enquête mini-école. C'est ça qu'il faudrait faire sur le terrain. C'est précisément regarder le poids du contexte, qu'est-ce qui est généralisable et qu'est-ce qui ne l'est moins. Moi, je vais souvent prendre l'analogie avec la médecine et le fait que quand on a un traitement qui fonctionne très bien pour un certain nombre de patients, on peut toujours avoir des patients qui vont être résistants à ce traitement et donc pour lesquels on va aller chercher d'autres solutions. Donc c'est la question de, on cherche pas une solution magique qui va marcher pour tout le monde. Complètement. On cherche des stratégies qui sont efficaces et on cherche à bien comprendre quelles sont justement les conditions qui permettent de faire en sorte qu'elles soient efficaces et d'identifier les liens avec les contextes. Oui, complètement. Et loin de nous, je dirais, communauté de chercheurs, l'idée qu'il y a une pratique pédagogique qui va fonctionner pour tout le monde, on le sait bien, il y a des variabilités. On aimerait bien. Je veux dire, c'est celle qui peut sans doute permettre à ce que plus d'élèves bénéficient finalement d'une pratique qui leur permette d'apprendre. Et je répète, qui leur permette d'apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est la seule chose sur laquelle on peut ou pas agir, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'un élève apprend... Nous, on essaie de le mettre dans le meilleur contexte pour qu'il apprenne. Ensuite, on ne peut pas justement décréter l'apprentissage chez un élève. D'où effectivement l'idée de créer le meilleur contexte pour qu'il puisse apprendre. Et on est toujours dans cette dialectique entre, oui, on enseigne, mais surtout, on veut qu'ils apprennent. Ouais, exactement. Et donc, c'est ce qu'on cherche. Un grand merci pour cet échange qui est très éclairant. Pour moi, tout à fait enthousiasmant parce que ça dessine des pistes d'action. Aujourd'hui, peut-être pas propre à aujourd'hui, mais les enseignants ont besoin de sentir qu'ils ont des effets auprès de leurs élèves, qu'ils ont des moyens d'agir. Et je crois que là, on a vraiment des champs qui permettent de réfléchir au cœur de la classe à ce qu'on propose aux élèves pour être efficace et accompagner au mieux les apprentissages de tous les élèves. Oui, puisque c'est quand même ça qu'on vise. Exactement. C'est que finalement, ça bénéficie à tous les élèves. Comment on fait réussir tous les élèves.
avec toutes les difficultés que ça comporte. Tout à fait, mais c'est quand même notre ambition. Donc un grand merci pour cet entretien, un grand merci pour le parrainage du podcast qui se lance dans cette grande aventure, d'essayer de faire le lien entre la recherche, les chercheurs, les résultats issus de la recherche, des résultats nouveaux, parfois des résultats plus consolidés, et justement la manière dont on va les transposer en classe dans des réalités d'écoles, d'établissements. Pour ça, pour nous, c'est très important d'avoir 3 types d'épisodes, comme on l'a dit dans l'épisode de présentation, à la fois des moments où on va apporter des concepts, des connaissances, des moments où on rencontre des chercheurs, et puis c'est important aussi pour nous de vérifier qu'on est bien, qu'on ne dit pas de bêtises, et puis des moments où on va rencontrer des acteurs de terrain qui vont témoigner de la manière dont ils s'emparent de ces gestes et dont ils les proposent à leurs élèves. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Me voilà à nouveau dans la rue, je repars vers d'autres aventures. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans le prochain. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.